Effectivement, Anton Amigo, donc je travaille sur le risque d'inondation et les aléas météo à l'IRSN, et donc je vais vous parler de la base de données tempête et submersion historique, et notamment comment on parle de collecte, de mise à disposition et d'utilisation de cette donnée pour l'estimation des niveaux marins. Alors, juste pour un peu de contexte, donc IRSN, on parle du nucléaire, donc en France, donc on a 18 centrales, et parmi ces 18 centrales, on en a 5 qui sont sur le côtier, soit en estuaire, donc 4 sur la façade de Manche et Mer du Nord et Gravelines, Penly, Paluel et Flamanville, et une côté estuaire de la Gironde en Atlantique avec le Blayais. En plus des centrales, on a plein d'autres installations hors production d'électricité, et notamment côté côtier 4 bases navales. Pour l'ensemble de ces sites, le référentiel actuel pour le risque d'inondation, c'est ce qu'on appelle le guide inondation, c'est le guide numéro 13 de l'ASN, qui définit 11 situations de référence d'inondation, avec pour l'inondation un aléa cible qui a une période de retour décamillénale, et où on va chercher en plus à prendre en compte des incertitudes au travers de plusieurs méthodes, soit en prenant des bandes supérieures dans les intervalles de confiance, soit en prenant des majorations. Et pour les sites côtiers, on a trois situations de référence d'inondation qui leur sont spécifiques, ce qui inclut les vagues, le risque de sèche et autour de ça le niveau marin en statique. Et pour atteindre du décamillénal, on prend un cumul de trois éléments. Donc le niveau maximal de la marée théorique, une surcote millénale à la bande supérieure de l'intervalle de confiance 70%, et une prise en compte de l'évolution du niveau marin moyen. Alors, si on se prend uniquement le côté surcote, la surcote, ça a été décrit précédemment, mais c'est la différence positive à l'instant T entre le niveau observé et le niveau prédit, qui a plusieurs raisons, notamment principalement météorologiques, avec des différences de pression et la prise en compte d'un vent local. Statistiquement, c'est considéré comme une hauteur aléatoire, donc on peut l'estimer derrière par analyse statistique. Et le problème qu'on a dans ces données de surcode, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle des hors-seins, donc des observations qui sont très supérieures aux autres observations, notamment sur des échantillons qui peuvent être courts et qui peuvent totalement ressortir des séries et des ajustements statistiques, ce qui introduit de fortes incertitudes. Par exemple, alors, je sais, typiquement là, vous avez Xintia donc sur la série à La Rochelle, et quand on réalise nos ajustements statistiques, on est complètement en dehors des intervalles de confiance statistiques, et donc on doute de la qualité de nos ajustements. Alors pour faire face à ça, on va chercher à élargir l'échantillon de données qu'on peut avoir. Et donc pour ça, il y a deux méthodes. On peut aller chercher du côté du spatial, donc spatial dans le sens géographique. Donc on va aller chercher des données sur les sites voisins, et on va pouvoir réaliser des analyses régionales, et ce qui va nous introduire beaucoup plus de données dans le corps des distributions statistiques. Et on peut aussi ajouter une dimension temporelle en intégrant d'autres données pour chaque site. Ça peut être les données reconstruites qu'a présentées Nathalie juste avant, où nous on est largement utilisateur de ce qui peut être fait au CHOM. Et ça peut être les données historiques, donc qui vont être des données ponctuelles en dehors des périodes de mesure systématiques, et qui vont là pouvoir nous permettre d'ajouter des mesures extrêmes sur certains événements, notamment de tempête, et ce qui nous permet derrière de conforter nos ajustements statistiques. Et on voit ici que par exemple pour Xintia, ce qui était largement en dehors des intervalles de confiance ressort ici après méthode régionale et ajout d'historique, nous permet de faire entrer Xintia dans les intervalles de confiance. Alors, ces données historiques, il faut aller les chercher. Et donc, c'est tout un travail de collecte qu'on mène depuis 2015 à l'IRSN. Vu qu'on a 8 sites sur la façade Manche Atlantique et qu'on mène des analyses régionales, on a un intérêt qui est porté sur l'ensemble de ce littoral et pas seulement au niveau des différents sites. On a mené ce travail de collecte dans la littérature scientifique, dans les rapports techniques, dans les archives, globalement dans tous les documents qu'on pouvait trouver et qu'on pouvait avoir à disposition pour aller référencer des événements. On en a extrait quand c'était possible des données quantifiées, et ensuite on a compilé l'ensemble de ces informations dans une base de données. On considère ces informations ici comme brutes parce que c'est celles qui ont été extraites des différents documents. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, quand elles sont quantifiées, on peut aller directement utiliser les données de niveau marin et de surcote
en croisant avec de la rétroprédiction. Et donc quand c'est directement mentionné, on peut déjà travailler sur les types d'impacts et l'étendue de ces différents impacts pour les différents événements. On peut travailler sur le nombre d'événements extrêmes quand ils ne sont pas quantifiés. Et on peut également, en croisant différentes sources, arriver à aller reconstruire des valeurs de surcode pour différents événements, même si ce n'était pas initialement indiqué dans les sources. Il faut enfin garder à l'esprit qu'on a une analyse critique qui est largement nécessaire quand on utilise ces sources. Il faut se poser de grosses questions sur la fiabilité en tant que telle des sources et des données qui sont inscrites. Il faut garder à l'esprit que la pertinence des reconstructions est plus ou moins pertinente et qu'il y a des incertitudes qui peuvent être associées. Ces incertitudes peuvent être très fortes. Et toutes ces questions font l'objet des travaux du groupe de travail Tempête et Submersion historique, dont fait partie l'IRSN, dont fait également partie le CHOM, dont fait également partie le CEREMA. Donc, je vous ai parlé d'une base de données, donc c'est la base de données Tempête et Submersion historique. C'est pour rentrer un peu dans le technique base de données, c'est une base de données qui est développée en PostgreSQL, donc un moteur open source, avec une extension spatiale PostGIS. Dans sa version, qui est publiée depuis fin 2020, elle référence plus de 800 événements entre les années 1500, je crois que c'est 1507 pour être exact, et aujourd'hui. On a donc une base de données qui est centrée sur une table qui référence les différents impacts et qui ensuite va lier les différentes autres tables connexes, donc des tables sur les sources, des tables sur les localités et sur les événements. On voit en bas le chronogramme donc, du référencement des différents événements présents dans la base de données. Mais cette base de données brute, bon, c'est assez lourd, donc on a cherché à la mettre à disposition dans une manière un peu plus intelligible pour le grand public. Donc on a développé depuis 2020 une interface WebSIG en leaflet. Donc c'est une interface qui est reliée directement à une version autonome de la base de données. Donc on a quand même l'ensemble des données qui sont disponibles en textuel et carto. On peut, au travers de cette interface, filtrer les différents événements selon des critères définis. Je vais vous faire une démonstration juste après. Et elle est accessible depuis février 2023 auprès du grand public, avec une légère refonte graphique depuis le début de l'année. Et donc, elle est disponible sur l'URL bddtsh.irsn.fr. Le QR code qui est là marche, mais vous l'aurez également à la fin. Et en parallèle de ça, vous avez une version mise à disposition, une version brute et une extraction CSV des différents événements pour que ça soit quand même un peu plus facile d'accès. Tout ça, c'est sur la page DataGouv de l'IRSN. Alors, Laurent a tenté la démonstration en live. J'ai été un peu plus prudent quand j'ai fait mes slides, donc j'ai fait des captures. Donc, alors. Pourquoi j'arrive directement là-dessus? Bon. Alors, donc, quand on arrive sur l'interface, donc c'est ce que vous avez là en arrivant, on peut directement s'y balader à la volée et donc zoomer sur la ville par exemple sur la ville de Lorient. Et quand on clique sur une des localités, on va avoir un champ qui va détailler le contenu des différents événements, le contenu des différentes sources pour les différents événements, avec les différents impacts, la description de la source, le contenu de la source, pardon, la description, le contributeur, et quand on les a, les niveaux quantifiés. Bon, là, il se trouve que pour cet événement de 1864, on n'avait pas de mesure quantifiée. Mais donc ça, c'est une première manière un peu d'approcher l'interface, mais on peut également rechercher par filtre. Bon, j'avais des animations, mais qui ont disparu, tant pis. Et donc en fait on peut, en allant chercher dans les filtres, filtrer. Donc là j'ai filtré sur tous les événements du Morbihan où on avait de la donnée quantifiée. Donc on voit qu'on est un peu plus faible en termes de nombre de localités, mais que typiquement pour cet événement de 1905, on a une hauteur max observée et on en a déduit une surcote de pleine mer à Lorient. Du coup, on peut rechercher par événement, donc pour différentes dates d'événements. On peut filtrer donc pour cet événement de 1904. On voit que la majorité
des localités recensées pour cet événement sont sur la Bretagne. Et on peut afficher l'ensemble des impacts. Donc au lieu de filtrer par localité, on filtre sur cette date. Et on peut obtenir l'ensemble des impacts pour cet événement. Et encore une fois, les niveaux marins quand on les a. Et enfin, et je vous l'ai pas dit tout à l'heure, l'ensemble de ces extractions sont directement télécharges en CSV, donc on peut directement les utiliser. Ben voilà, merci pour votre attention. Donc pour accéder à la base de données, donc bdtsh.irsn.fr, le QR code parce que c'est accessible sur mobile désormais. Et si vous avez des questions, des retours, franchement n'hésitez pas. Donc on a fait cette adresse email exprès, contact.bdtsh@irsn.fr. De toute façon, vous avez tout sur l'interface pour avoir des renvois, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et si vous avez des questions, voilà, je suis disponible et maintenant et après. Merci. Merci Antonin.